Le cercle RH, notre débat, on parle de l'automobile. Alors évidemment, c'est un sujet transversal parce qu'il y a 1000 façons de parler de l'automobile. On va parler évidemment de l'automobile et de sa relation avec l'emploi parce que c'est un secteur, on va revenir sur les chiffres, qui n'a pas connu cette relance du mois de septembre. Les chiffres ne sont pas très très bons. Les voitures deviennent de plus en plus électriques. On transforme le modèle et puis c'est vrai qu'on a une manière de se déplacer un peu différente, notamment dans les grandes villes. On la prend moins cette voiture, on se déplace en trottinette, à pied, à vélo. La voiture n'a peut-être pas la cote qu'elle avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Il faut réinventer l'automobile parce que derrière, ce sont des emplois qui sont à la clé. On va faire le point avec mes invités, des experts de ce sujet. D'abord, Ingrid Rebil, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes leader développement humain. Vous y tenez beaucoup, un développement humain chez Noroto. Noroto, c'est 10 000 collaborateurs ? C'est ça, à peu près 8 000 collaborateurs. 8 000 collaborateurs, alors c'est une enseigne bien connue. On parlera, j'imagine, aussi de la volonté de pouvoir accueillir des voitures électriques, parce qu'il ne faut plus faire que des vidanges. On ne fait plus de vidanges sur voitures électriques. Il faut réinventer les métiers pour accueillir ces véhicules. On va en parler avec vous. Luc Chausson, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes directeur projet stratégique chez Volkswagen Group France, marque allemande, mais c'est vrai que Volkswagen importe beaucoup de voitures ici en France. En blaguant, en préparant l'émission, je dis vous allez nous vendre du rêve parce que vous allez nous raconter aussi que l'automobile se transforme, qu'elle se réinvente. C'est une révolution absolue. On parlera des semi-conducteurs, de l'électronique, de la manière dont l'automobile va exister dans 20 ans. Et puis avec nous un autre expert qui connaît évidemment parfaitement le secteur automobile, Marc Mortureux. Merci d'être là. Vous êtes le directeur général de la plateforme automobile PFA, acronyme. C'est quoi le PFA ? Plateforme de la filière automobile et mobilité, donc qui regroupe à la fois les constructeurs, les équipementiers et puis les à peu près 4000 entreprises de la filière automobile dans les territoires en France. C'est à vous que je donne la parole en premier, évidemment, parce qu'on a un constructeur, une marque connue, on a une entreprise qui accueille les véhicules pour les réparer, pour leur donner des outils, des chaînes, des pneus neige. Et là, vous êtes au cœur du dispositif. En quelques mots, simplement, est-ce qu'on doit être pessimiste en cette rentrée de septembre ? Nous sommes début octobre. Et comment vous expliquez que la filière automobile, le secteur automobile, n'a pas bénéficié de cet élan, de cette reprise économique dont on parle beaucoup sur ce plateau ? Alors à court terme, effectivement, la situation est assez difficile, à dire vrai, pour l'ensemble des acteurs de l'automobile. D'ailleurs, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, et en particulier par la pénurie des semi-conducteurs, qui, on l'évalue au niveau mondial, va empêcher de produire à peu près 10 millions de véhicules dans le monde. Notre dépendance à l'Asie, c'est ça ? Notre dépendance à l'Asie, mais en même temps, tous les constructeurs du monde entier aujourd'hui sont concernés. Donc effectivement, on a cette difficulté. Et puis par ailleurs, au niveau des intentions d'achat, au niveau du marché, c'est vrai qu'on reste quand même au niveau de l'automobile sur un niveau qui est relativement faible par rapport à l'avant-crise, contrairement aux autres domaines. Alors évidemment, une partie... Plus 8 en voiture neuve, je crois que c'est plus 8, non ? Oui, mais à comparer, globalement, on a fait moins 25 entre 2019 et 2020, et cette année... En finale, on va faire peut-être plus 2, plus 3%, pas beaucoup plus. C'est-à-dire on espérait reprendre près de la moitié, on ne reprend pas du tout. Et ça nous distingue des autres filières industrielles qui, elles, ont repris quasiment systématiquement leur niveau d'avant-crise. Ce n'est pas le cas de l'automobile aujourd'hui. On avait quelques chiffres, j'espère que vous allez les confirmer. Il y a 12,6 millions de personnes employées en 2018 dans la filière automobile, ce qui intègre les sous-traitants, puisqu'on voit aussi qu'il y a des problèmes au niveau de la plasturgie, au niveau des tableaux de bord, et que j'ai même vu qu'il y avait des usines, je crois, en Europe, en Allemagne, me semble-t-il, qui avaient fermé faute de matières premières. Et Challenge, hier, je crois, a sorti, et je vous donne la parole évidemment, a sorti une information comme quoi 45 000 emplois seraient menacés par cette crise du secteur automobile. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Oui, alors on a le cumul à la fois des difficultés conjoncturelles qui en partie ont été atténuées par les mesures du gouvernement jusqu'à récemment. Ben oui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures d'accompagnement, mais on est en train d'en sortir, alors que l'automobile, par exemple, a encore beaucoup besoin de ce qu'on appelle le chômage partiel, l'activité partielle, parce que globalement, le niveau de production est à peu près à 70% du nominal. Mais c'est plus la crise Covid, c'est la crise semi-conducteur qui fait qu'on ne peut pas bosser, Et cette crise des semi-conducteurs est en train de générer des impacts plus forts pour l'automobile
que le Covid, parce que c'est plus long, c'est beaucoup plus long. Donc c'est vrai que c'est considérable, et d'une façon générale, une vraie désorganisation des chaînes d'approvisionnement, puisqu'à côté de ça, on a des hausses de matières premières, des hausses de l'énergie, mais qui sont absolument considérables. Et le prix de la voiture est passé de 20 à 27 000 euros en moyenne. Encore une fois, je parle sous votre contrôle, c'est vous les experts. Luc Chausson, on va parler de Volkswagen, évidemment. Quelle est votre mission exactement dans ce contexte un peu sombre, évidemment, que nous décrit le président de PFA? C'est un contexte quand même assez morose quand même pour les constructeurs. Là. Il faut quand même sérieusement turbuler quand même pour réinventer le modèle. La crise des semi-conducteurs, personne ne s'y attendait, en tout cas pas sous cette forme et pas aussi longue et aussi profonde. Donc nous, on a pris des mesures, en tout cas notre groupe a pris des mesures immédiates. Qui a commencé par supprimer carrément des options, c'est-à-dire des options que le client pouvait acheter jusqu'alors et on lui a dit non, donc on ferme les options. Électronique principalement ? Électronique principalement. Bah oui. Donc, par exemple, un crochet d'attelage, on lui a dit non, monsieur, si vous voulez votre voiture, il n'y a pas de crochet d'attelage, il faudra attendre un peu plus tard. Donc après, le client il a le choix de confirmer ou pas sa commande. Oui. Après, on a commencé par fermer certains modèles qui sont moins demandés que d'autres, donc on rationalise un petit peu les gammes. Et puis à la fin, quand on ne peut plus faire autrement, on met les gens au chômage technique sur ce qui vous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, et puis on courbe les chines et on espère que les semi-conducteurs vont finir par arriver. C'est que la crise des semi-conducteurs, parce qu'il y a quand même aussi une crise, je dirais, plus profonde de la façon, puisque vous avez rajouté chez PFA, et c'est le directeur général qui est sur ce plateau, la mobilité, les mobilités. Est-ce que la voiture, elle a encore sa place, et est-ce qu'il faut repenser, je dirais, et qui j'imagine inquiète les ouvriers, les salariés et les cadres des entreprises, est-ce qu'elle a encore sa place dans le panel des mobilités? Nous, on a bien vu qu'à la sortie du Covid, il y a eu un grand élan d'achat. On est remonté très vite sur des niveaux de 2019, ce qui était quand même très très encourageant. Bon, puis après, vous avez les gens qui sont tous touchés par l'économie, par tout ce qu'on entend sur des délais, donc qui sont prudents. L'achat d'un véhicule automobile, ça reste quand même un investissement. On en parlait juste avant de rentrer, mais le parc automobile en France, c'est 9 ans, donc c'est long. Donc un client, quand il change, c'est un acte qui est très réfléchi. Donc si le client il a des doutes un petit peu sur la manière dont il va choisir sa voiture, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix, est-ce que j'achète un véhicule thermique, est-ce que je bascule tout sur l'électrique? J'allais venir. C'est les questions. Évidemment. Donc, quand il y a des questions et qu'en plus de ça, on a des interrogations sur le délai de livraison, par exemple, le client il a plutôt tendance à dire on va attendre un peu que l'embellie arrive, que le soleil revienne, puis après on prendra des décisions. Juste un mot, et je vous donne la parole, parce que vous êtes concerné par cette question des voitures électriques. Vous avez des clients qui gardent la voiture électrique, qui disent il faut me la réparer, et vous dites nous, pour l'instant, on ne peut pas. Sur la question des voitures électriques, il y a un vrai débat, et là qui impacte les salariés du secteur. Il est dit que si on passait au tout électrique, si vous passiez, vous réduiriez les effectifs. Je pense à Luc Châtel, ici en France, ancien ministre de l'économie, qui disait, et qui a dit récemment que, oui, ça aurait un impact direct sur l'emploi. On a besoin de moins de salariés pour faire une voiture électrique que pour faire une voiture thermique, essence ou diesel. Est-ce que vous le confirmez? Alors, tout dépend si on se projette d'un point de vue constructeur ou si on se projette d'un point de vue réseau de distribution. Nous, d'un point de vue constructeur, en fait, le sujet a été pensé différemment. Pourquoi? Parce que construire des véhicules électriques, ça nécessite d'avoir d'autres profils que ceux qu'on avait jusqu'alors. Bien sûr. Ça nécessite d'avoir des électriciens, des électroniciens. Et le groupe a pris le virage total du soft, donc c'est-à-dire des développements informatiques, qu'on va mettre donc dans les voitures de demain. Donc un véhicule électrique, par définition, c'est bourré d'électronique. Oui. On se dirige vers la connectivité qui est très importante. Et demain, ça sera les véhicules autonomes. Donc pour ça, demain, c'est véhicules autonomes, parce qu'on nous dit les véhicules autonomes, c'est dans un siècle. Quand je dis demain, c'est plutôt après-demain. C'est plutôt après-demain. Non, mais pour mesurer, parce que si vous avez une date, dites-le nous. Non, j'en ai pas, sinon je vous la donnerai et je pense que je serai peut-être riche. Non, plus sérieusement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert, il y a quelques mois maintenant, une université de codage. C'est-à-dire qu'on recrute. Elle s'appelle Wolfsburg 42. C'est en fait l'équivalent de l'école qui a été créée à Paris par Xavier Niel. D'accord. Qui est donc de donner la chance à des étudiants de travailler dans un grand groupe automobile sur le codage de demain. Donc ça, c'est important. Ça, c'est un exemple sur... On repart à zéro, vous formez. Et on forme, parce que demain, la voiture en elle-même ne sera plus suffisante. Je donne un mot, et je donne la parole à Ingrid Robil, parce que regardez, elle est... Chiffres, bien sûr, sur la partie industrielle, la motorisation thermique, aujourd'hui, c'est 60 000 emplois en France. C'était très développé. On fabrique encore plus de 3 millions de moteurs thermiques chaque année, c'est-à-dire beaucoup plus que de véhicules qu'on assemble.
on nous dit avec l'Europe, 2035, il n'y en a plus. C'est les nouvelles règles. C'est 60 000 emplois qui vont disparaître de ce côté-là. Et tout l'enjeu, qu'il faut faire basculer, rassurez-moi. Voilà. De la création d'emplois. Bien sûr, tout le domaine de l'électrique, de l'électronique, de ce qu'on appelle l'électronique de puissance. Enfin, il y a toute une série de potentialités de création d'emplois. Encore faut-il que la France soit capable de se positionner, d'être compétitive pour attirer les investissements sur ces nouvelles chaînes de valeur. Donc c'est tout le défi. Je vous redonnerai la parole parce que j'ai une question qui en découle, évidemment, sur l'idée de transférer, de créer de l'employabilité sur des salariés qui étaient des spécialistes du thermique et qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, et puis de leur dire un jour, écoutez, vous allez mettre des gants blancs et poser des fils, parce que c'est ça la question qui est posée. Ça se passe comme ça chez vous aussi? C'est tout Vous aviez le même problème, il y avait la vidange, il y avait les huiles, des métiers traditionnels de la mécanique, on changeait les pneus. Là, vous avez, vous aussi, besoin de basculer. Alors, on a besoin de basculer, on va accompagner cette transition. Et vous avez commencé. Et on a déjà commencé, effectivement. Donc, on forme nos collaborateurs pour développer des nouvelles compétences. Mais quelque part, on le voit plutôt comme une opportunité, parce qu'on se dit que finalement, c'est l'opportunité pour nos collaborateurs d'avoir des nouvelles compétences et donc de déployer leur employabilité, mais aussi de s'épanouir aussi dans leur job. Excusez-moi, il y a de l'inquiétude, vous allez me dire que non, mais il y a de l'inquiétude dans le réseau, quand on va dans les magasins, de ces salariés qui sont formés comme des mécaniciens et qui sentent bien qu'à un moment donné, l'eau monte. Oui, alors on les accompagne bien, aussi bien sur la formation continue que sur la formation initiale. Nous aussi, on a notre institut, on appelle ça l'institut, nous c'est pas l'université, et qui forme nos collaborateurs. On en avait parlé sur ce plateau d'ailleurs. Exactement, et puis après, on a aussi, on intervient sur la formation initiale des jeunes, donc on crée des partenariats, on crée des classes dédiées, donc on a des classes 100% Noroto avec des alternants qui viennent que chez Noroto. Et qui iront chez Noroto à leur sortie. Et qui resteront chez Noroto, on accueille à peu près 800 alternants par an. Et sur les 800, on en embauche 35%. Pardonnez-moi Ingrid, mais sur l'électrique, comment vous transformez le métier? C'est-à-dire que ça, c'est une question fondamentale. Il y a une grosse partie du métier qui existe toujours sur les voitures. C'est vrai, il y a encore des teuf-teuf, il y a encore des pneus, on est d'accord. Donc on a encore une grosse partie de notre C'est vrai, il y a les plaquettes encore. Il y a encore des plaquettes. Vous allez me dire que les freins s'usent un peu moins, mais bon, c'est vrai. Il y en a encore en tout cas. Donc il y a une grosse partie de notre activité qui existe toujours. Et puis après, nous, c'est aussi l'opportunité de développer des nouveaux marchés. On vend et on entretient également tous les VAE, les trottinettes électriques, etc. On développe la location. Vous parliez des chaînes neige tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc finalement, et c'est très bien. Il faut réinventer des métiers. Exactement. Ouais. On est dans une transition qu'on doit accompagner, technologique, mais aussi comportementale, parce que les habitudes de se déplacer, de mobilité évoluent. Donc on doit aussi accompagner tout ça. Mais Marc Mortureux, quand même, et ça vous concerne évidemment directement, Luc Chausson, mais on est en train de transformer aujourd'hui l'objet voiture qu'on achetait. On était très fiers d'acheter une voiture. Souvent, on faisait un crédit. Parfois, on l'achetait cash quand on avait un peu d'argent. Aujourd'hui, on la loue. C'est même l'utilisation même de cet objet qui est en train d'évoluer. Est-ce que c'est une réflexion profonde qui traverse les constructeurs et qui donc oblige à transformer leur modèle et qui donc de fait peut avoir aussi une incidence sur l'emploi et sur la filière? Oui, bien sûr. Enfin, c'est plus qu'une réflexion, c'est aussi une réalité qui a déjà largement commencé. Moi, peut-être déjà un mot sur cette transition et cette transformation. Une des petites différences entre l'amont, l'industrie et l'aval, ouais. C'est un peu le rythme de cette transition. C'est-à-dire, l'aval a d'un certain côté la chance que la transition va se faire de façon un peu plus progressive puisqu'elle concerne le parc de véhicules qui va évoluer, mais ceci dit, qui est très profonde quand même. C'est aussi le cas chez nous, parce que nous, notre enjeu, c'est à la fois de se préparer sur les compétences de demain, mais d'accueillir vos clients. L'essentiel aujourd'hui, mais c'est le même problème pour Volkswagen. Voilà. C'est la même chose pour un constructeur. Mais c'est toute la difficulté d'ailleurs, c'est d'être encore sur les deux et d'accompagner la progressivité de. Voilà. Marc Mortureux et Luc Chausson. Sur le côté industriel, une des difficultés, c'est qu'on voit depuis 2 ans une accélération mais incroyable du rythme vers le tout électrique. Incroyable. Et une des difficultés quand on raisonne au niveau d'un site qui doit se reconvertir, c'est le rythme. Peut rendre très difficile. On voit bien qu'il y a des... Comme chez Noroto, finalement, quelle est la part que vous gardez encore au traditionnel? Voilà, il y a des postes qui disparaissent d'un côté. Par exemple, on va prendre l'exemple dans le nord de la France où il y a l'usine ACC de Douvrin qui va monter en puissance pour la fabrication de batteries. Le problème, c'est que plus on va aller vite vers la disparition du moteur thermique, moins on a le temps de convertir les gens pour justement... Voilà, donc c'est une des difficultés qu'on rencontre. Alors il y a énormément de travaux qui sont en cours. Les constructeurs, d'ailleurs, je ne suis pas fondamentalement inquiet pour les grandes entreprises dont on voit qu'elles ont déjà beaucoup travaillé pour cette adaptation. On l'entend, la conséquence, malgré tout, c'est que
On voit que les constructeurs sont amenés éventuellement à rapatrier un peu d'activité dans leur propre site pour justement gérer la reconversion, mais que du coup, au niveau de l'ensemble des tissus, d'équipementiers, de fournisseurs, ça réduit finalement le champ de leurs activités. Ou ça reventile les activités plus près des sites. Et ça, c'est effectivement un défi qui est extrêmement complexe à mener. En matière d'emploi, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, souvenez-vous. Pas chez Volkswagen, mais on se souvient de Renault, sur le fait qu'on externalisait, qu'on envoyait et qu'on construisait ailleurs, en dehors de la zone européenne. Est-ce que là aussi, en matière d'emploi, on se dit, mais on l'entend ici en France, mais en Allemagne aussi, il faut réindustrialiser. L'Allemagne est moins concernée parce que c'est déjà un pays très industriel. Mais est-ce qu'on réindustrialise finalement? Est-ce qu'on se dit, on a une stratégie de voiture électrique ou hydrogène? D'ailleurs, Volkswagen a choisi sa technologie ou pas? Sûr. C'est l'électrique? Oui. Donc l'hydrogène est une technologie qui, pour l'instant, n'est pas... Pour être plus précis, Volkswagen a choisi l'énergie qui aujourd'hui est disponible et qui fait ses preuves en termes de réduction des émissions polluantes. C'est l'électrique. Et Volkswagen, comme d'autres experts d'ailleurs, ont dit l'hydrogène, oui, mais un peu plus tard, et en tout cas pas pour des véhicules particuliers ou des véhicules utilitaires légers. L'hydrogène plutôt pour tout ce qui est transport lourd, parce que ça nécessite des réseaux d'avitaillement, ça nécessite des investissements qui sont très lourds, donc plutôt des trains, plutôt des camions lourds, peut-être demain un peu dans les avions, et ça reste des questions. Donc oui, on a fait le choix. Là, on est vraiment dans de la stratégie lourde, c'est-à-dire c'est des choix qui engagent sur 30 ans. Oui. Est-ce qu'on rapatrie une partie, et est-ce qu'on reforme nos ouvriers pour déjà les faire basculer dans l'électrique, et auquel cas ça veut dire qu'on réindustrialise, alors pas dans l'industrie lourde des grands ateliers Renault de Billancourt, mais dans des usines ultra modernes où on fait l'électrique. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous menez? Comme les usines de batterie. Exactement. On vient de parler, c'est sûr que... Franco-chinoise, vous me confirmez? Parce que les Chinois ont investi dans ces usines de batterie, non? Alors, il y a une usine pour Renault, donc il y a un partenariat avec une usine chinoise qui est Envision. C'est ça. Et puis on a Stellantis qui est associé maintenant d'ailleurs avec Daimler et avec Total Saft pour le projet dit ACC. C'est ça, le projet ACC, cette grande usine là, qui a été présentée il y a quelques mois. Ce que je trouve très intéressant dans l'époque actuelle, c'est que fondamentalement, cette transformation, ça peut être une chance, ça peut être une occasion de rebond. Et je pense que les compétences, la disponibilité des compétences va être un élément clé dans cette compétition qui s'ouvre. Moi, je dirais pour un jeune ingénieur, un jeune technicien rentré dans l'automobile, aujourd'hui, ça peut être extraordinaire. Mais c'est presque l'automobile du 22e siècle, si je peux me permettre. C'est l'automobile de demain, quoi. Oui et non, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a des emplois qui vont disparaître. Ce sont principalement des emplois non qualifiés. Mais en même temps, aujourd'hui, nous, on cherche des centaines de carrossiers, de peintres. On a déjà des emplois qui ne sont pas couverts. Donc finalement, tout le but maintenant, c'est de... Peinture carrosserie, ça existera pour l'électrique, il faut le préciser. Ah, bien sûr, oui. Oui, non, il faut le redire. Oui. L'électrique ne transforme pas tout non plus. Non. Ouais. Donc l'enjeu, c'est de faire passer d'un profil à un autre avec de la formation, parce que les jobs d'aujourd'hui, ils existent déjà, et bien sûr, on prépare les profils de demain, qui commencent à arriver dans nos concessions d'ailleurs. Nous, on est en train de former des techniciens hautement qualifiés sur la réparation des batteries, enfin l'entretien de la réparation des batteries. Vital. Parce qu'il y a des cycles de formation qui sont très exigeants, qui sont validés par le gouvernement français. Il faut le faire, il faut être capable de le mettre en place, mais aujourd'hui, on a déjà des profils qui ne sont pas couverts. Mais excusez-moi, je prends cette métaphore qui est un peu basique et un peu brutale, mais vous savez, quand la lampe à huile s'est arrêtée, qu'on a inventé l'électricité, ceux qui éteignaient chaque soir les réverbères, leur métier a disparu. Est-ce que, je ne suis pas certain d'ailleurs que ces salariés soient passés directement dans le réseau électrique. Comment on crée de l'employabilité pour des salariés qui n'ont pas la formation, qui ont fait 30 ans, même s'ils sont qualifiés, 30 ans, le même métier? Mais on peut les former. Enfin, nous, on les forme en interne en tant qu'entreprise, mais je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de formations qui vont se développer aussi dans ce domaine-là. Donc, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir pour ces personnes. On a fait des études possibles. C'est l'enjeu, ça. Oui, bien sûr. Toute la question, c'est d'arriver à bien planifier les choses, mais on a mené une étude assez approfondie qui définit quels sont les métiers qui sont en déclin, quels sont les métiers en tension, c'est-à-dire où on n'arrive pas à recruter. Il y a des métiers traditionnels et il y a des nouveaux métiers. Et on a travaillé à définir très précisément les modules de formation nécessaires pour passer de l'un à l'autre. Donc oui, tout ça se met en place. C'est vrai que par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup d'activités partielles, donc des personnels qui ont du temps disponible. Un des enjeux, là, peuvent se former, là. De leur donner du temps utile en les formant aux nouvelles technologies. Mais excusez-moi Ingrid, vos besoins chez Noroto, c'est intéressant parce que c'est l'aval. Ça représente quoi? Un tiers par rapport aux
aux 2/3 du classique. Comment vous évaluez aussi, parce qu'il faut quand même une programmation un peu fine. Il y a encore des gens qui achètent des thermiques, il y a des gens qui roulent encore en diesel et qui rachètent du diesel. Ça reste encore la majorité de notre parc. D'accord. C'est clair, le thermique reste encore vraiment essentiel, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de véhicules hybrides et électriques et qu'on doit savoir entretenir et qu'on doit avoir des compétences partout dans nos 400 centres en France. Je pousse un Euroauto d'une ville que je connais bien, Orléans. Je pose ma voiture électrique, on me la répare ? Oui, on vous la répare. Alors, il faut prendre rendez-vous peut-être, selon ce qu'il y a à faire, parce que les compétences, elles ne sont pas encore dans tous les centres, nécessairement. C'est ça. Tous les centres ne sont pas encore pourvus, parce que c'est... Aujourd'hui, on n'aurait pas de quoi former tous nos collaborateurs sur ces compétences-là. Ça serait utopique, mais on raisonne beaucoup par bassin. On a la chance d'avoir un réseau qui est assez étendu partout en France. Donc, à Orléans, il y a d'autres centres autour où on partage des compétences dans ces cas-là. Juste d'un mot quand même, pour finir. Alors, c'est pas une touche très, très sucrée, c'est pas une note très sucrée cette fin de débat, mais on évoquait l'électronique. Est-ce que les constructeurs historiques, vous en faites partie, on en a en France, est-ce qu'ils vont dans 20 ans ou 30 ans encore avoir intérêt à poser leur marque sur la calandre ? Puisque si tout est électronique, si tout est électrique, avant la force d'un fabricant de voitures, c'était son moteur. C'est parce qu'il faisait un moteur de qualité, résistant, performant. Volkswagen en faisait partie. Quel intérêt pour lui de poser une marque ? Pourquoi on n'aurait pas des voitures Google un jour ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, fabriquer une voiture, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Il faut être capable de délivrer du 1er janvier au 31 décembre. Il faut construire des usines qui sont, vous l'avez dit, qui doivent être capables de durer 20 ans ou 30 ans. C'est des investissements importants, c'est la formation qui est importante. Donc, tout le monde est capable de fabriquer une voiture, fabriquer 1, 5, 10 millions de véhicules par an. Ça, c'est quand même très complexe. Et après, le client, il a toujours besoin de se raccrocher finalement à une marque. Sauf que la marque ne va plus être le moteur, principalement. On est d'accord. Elle va être l'ingénierie qui va être dans la voiture, la connectivité de la voiture. Vous parlez d'expérience vous-même, quasiment. Mais bien sûr. Et puis après, c'est tous les services associés qu'on va rendre aux clients. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'achat automobile est en train d'évoluer de manière extrêmement rapide. On est dans la location. Et même les formules de location sont en train de devenir très agiles. On est en train, nous, de réfléchir pour lancer des formules d'abonnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous iriez louer une voiture pour 15 jours, 1 mois, 6 mois. Je prends un exemple très simple. Vous avez un stage à faire qui va durer 3 mois. Finalement, vous n'avez pas de voiture et vous allez prendre une formule d'abonnement pour 3 mois. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler entre la très courte durée. Et je rends les clés 3 mois après. Et vous rendez les clés 3 mois après, jusqu'à le contrat de location de 3-4 ans. Finalement, on est obligé de devenir très agile parce que les clients eux-mêmes deviennent agiles dans leur modèle de consommation. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Il restera des marques, je l'espère, enfin des marques connues, mais c'est vrai que c'était des motoristes avant. On parlait de Peugeot parce que c'était le dieseliste, parce qu'on savait que Peugeot c'était solide. Quand il n'y a plus de moteur à l'intérieur, on se dit après tout, pourquoi je prends cette voiture plus qu'une autre ? Moi, je pense que la marque, pour le coup, va rester quelque chose de très important pour donner confiance. C'est du sérieux. Enfin, c'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment une image de sérieux. Une légitimité. On va avoir une offre qui va se démultiplier dans tous les sens. Le consommateur, il va peut-être être un peu perdu là-dedans, parce qu'on a beaucoup parlé de la transition énergétique. Mais c'est vrai que tout ce qui va se développer comme service associé à la connectivité de plus en plus importante, l'automatisation, etc., c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un champ gigantesque. Et je pense au contraire que les marques peuvent avoir un vrai atout pour le consommateur, encore une fois, par rapport à cette crédibilité et le fait que c'est des marques qui ne peuvent pas se permettre de proposer des services ou des produits qui ne sont pas d'un haut niveau, compte tenu justement de leur réputation. Donc voilà, je pense qu'au contraire, ça va être un élément important. Juste avant de nous quitter, cette fameuse grande usine, ces 2 grands sites de production de batteries, j'imagine que ces sites, l'un franco-chinois, l'autre français, sont en train déjà d'enclencher le recrutement. Il faut les trouver, ces salariés. Oui, à minima les former. Enfin, comment ça se passe là ? C'est passionnant d'ailleurs. Il y a une partie... C'est un boulot titanesque. Justement de reconversion de salariés qui étaient déjà dans la région chez les constructeurs, qui travaillaient sur le thermique et qui vont être reconvertis. Volontaires ? Des volontaires qui disent moi j'ai envie d'y aller ? Volontaires, et que les entreprises de batterie sont également volontaires pour les recruter parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens de qualité compétents. Ils savent travailler dans les 2 sens. Et puis après, effectivement, ils sont en train de chercher sur le marché, ils sont en train de recruter un certain nombre de gens. Et c'est vrai que paradoxalement, on s'aperçoit à quel point on a quand même des difficultés aujourd'hui encore pour recruter. Donc venez dans l'automobile. Franchement, il y a des défis mais extraordinaires à relever pour les années à venir. Ça fait 1 mois et demi qu'on a repris l'émission Smart Job et
quasi tous les secteurs nous disent, mais nous on peine, on trouve pas. Vous me parliez de carrossiers, de peintres. J'imagine que vous êtes en pénurie de vendeurs, de mécanos. Des directeurs de sang, tout. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème de formation initiale, puisqu'on parle des emplois. On n'oriente pas nos élèves forcément au bon endroit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Formation initiale, une évolution aussi dans les attentes, mais je pense que vous le direz mieux que moi, des jeunes aussi, générations qui arrivent. Oui, je pense qu'effectivement... Pour donner envie d'aller dans le secteur. Et le Covid a renforcé aussi cet effet-là. Les priorités des jeunes ont changé aussi. On parlait beaucoup de rémunération avant, maintenant on parle plus d'équilibre vie privée. Sens, exactement. Donc voilà, donc tout ça, nous on travaille, et quelque part c'est passionnant pour nous en RH, parce qu'on travaille beaucoup à ça. Et d'ailleurs, Luc Chausson, vous n'allez pas me contredire, c'est vrai que la marque employeur, quand vous dites notre marque, nous elle fait plus, dans quelques années elle ne fera plus de véhicules polluants en marque employeur pour les jeunes, je pense que ça attire, non? Il y a des jeunes qui disent, moi je vais chez Volkswagen, mais s'ils me font des voitures électriques. Mais c'est clair qu'on voit bien, nous, dans les jeunes qui arrivent dans notre entreprise, enfin au siège en tout cas du groupe à Roissy, ils sont extrêmement préoccupés par cette situation. Oui. Donc ils viennent aussi par les déclarations que l'on peut faire, par la stratégie que l'on déploie. Et une entreprise qui n'aurait pas aujourd'hui une stratégie visant à stopper les moteurs thermiques dans un délai raisonnable n'attirerait plus de nouveaux profils. Et je parle à l'ingénieur. En dehors même de Paris, dont on dit effectivement qu'on utilise moins les véhicules, et ça c'est une réalité, mais sur l'ensemble des territoires en France, l'automobile reste quand même un symbole d'autonomie, de liberté et de liberté. Absolument incontournable. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'effectivement on se sent libre dans sa voiture. Absolument. Peut-être un peu moins à Paris quand on reste 1h30 dans les embouteillages. C'est un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. J'ai appris plein de choses. On refera ce débat parce qu'on a envie de comprendre aussi comment ce secteur se transforme, il avance et comment il emploie ses collaborateurs. Merci Ingrid Rebil, leader développement humain chez Noroto, 8000 salariés et pas 10 000. Et Luc Chausson, directeur projet chez Volkswagen France, groupe France. Très important. Et merci à Marc Mortureux. Vous êtes le directeur général de la plateforme automobile PFA. Voilà, c'était le débat du cercle RH autour de cette crise automobile et nous en reparlerons sur ce plateau. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.